Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de VooZoom consacré à la 31e journée de Première Ligue qui commencera vendredi soir et qui se terminera lundi soir. Tous les matchs seront diffusés en direct sur VooSport Sport World. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Damand. Bonjour Philippe. Bonjour, vous allez bien? Bruno Taverne. Ça va Salut, bien? tout va bien. Et puis Christian Schakels, l'incarnation de Vision du jeu, qui est une énorme base de données avec de gros serveurs pour alimenter tout ça. Et on rappelle le slogan de Vision du jeu, Christian? We read it for you. Donc, on le lit pour vous. Et puis aussi à l'épreuve des faits. Et à l'épreuve des faits, oui. Ça, c'est le thème de l'émission. Donc les faits, que nous disent les faits du dernier week-end? C'était la 30e journée, c'était donc le week-end dernier. Et une constatation, Christian, on a marqué 38 buts. C'était plus arrivé depuis longtemps de marquer plus de 30 buts depuis plus de 2 mois. On a augmenté donc la moyenne par match. Donc voilà, on est passé de 2,62 à 2,66. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus augmenté cette moyenne. Puis on est tout le temps dans les mêmes normes au niveau de la répartition des victoires à domicile en déplacement et des partages. Par contre, on a vu que Mohamed Salah a disparu de l'infographie pour laisser uniquement et exclusivement la place à Harry Kane avec ses 19 buts et ses 13 assists. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans l'histoire de la Première Ligue, mais il est au top du top. Ça s'est déjà passé avec, de mémoire, Thierry Henry qui avait réussi plus de 20 buts et plus de 20 assists en une saison. C'était Ouais. évidemment un résultat assez exceptionnel. Bon, Mo Salah, il avait quand même marqué samedi face à Arsenal et dépassé à Oui. 19, mais le lendemain, évidemment, Harry Kane a marqué 2 buts pour être donc le seul meilleur buteur pour le moment et le seul meilleur donneur d'assists. Grosse saison pour Harry Kane, elle est loin d'être terminée. On va s'intéresser à deux rencontres qu'on va passer sous la loupe. On va faire deux focus et on va commencer par une rencontre de dimanche qui débutera, attention, à 15h05, un horaire un petit peu particulier, et c'est la rencontre entre West Ham et Leicester. Alors on rappelle le classement des deux équipes. West Ham qui est passé lundi soir à la 4e place, qui a profité du faux pas de Chelsea le week-end dernier pour être 4e. West Ham 4e à la 30e journée, c'est absolument incroyable, hein. C'était imprévisible en début de saison. Pour le moment, ils sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, faudra confirmer. Et en face, Leicester 3e. 56 points, une équipe qui est bien installée pour le moment dans le top 4, mais on sait que vu le calendrier de Leicester, il faudra quand même prendre des points dans les dernières journées. Alors un petit mot quand même sur West Ham, c'est la deuxième meilleure équipe à domicile derrière Manchester City. Et puis un petit mot sur Leicester, c'est la deuxième meilleure équipe en déplacement derrière Manchester City. Philippe, vous serez au commentaire de cette rencontre. On a là une affiche quand même alléchante. Ouais, ça reste alléchant parce que West Ham, ça fait quelque temps qu'on se dit à un moment ils vont craquer, ils vont pas pouvoir tenir parce qu'ils ont quand même certaines faiblesses dans l'aspect de leur jeu, mais ils restent très très forts sur les centres, ils restent malgré tout efficaces quand il le faut, et ça c'est peut-être le secret de la réussite pour une équipe qu'on n'attendait pas aussi bien. Et du côté de Leicester, c'est un peu la même chose, on s'attend à un moment donné à ce qu'il se passe la même chose que l'année dernière, à savoir qu'ils craquent en fin de saison. Pour l'instant, ça se passe pas trop, donc c'est un match hyper intéressant et peut-être que celui qui va le perdre va se retrouver un peu sur la phase descendante. Mais enfin, il y a encore pas mal de matchs à jouer après ça. Alors Christian, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de West Ham, notamment dans les matchs au sommet cette saison? J'ai pris les matchs contre le top 7 parce que Tottenham et Liverpool ont le même nombre de points et que même nombre de victoires, de défaites et de partages. Et donc voilà, donc le bilan, on l'avait déjà expliqué dans d'autres VooZoom, ce bilan contre les équipes du top 7 n'est pas très très bon, pas du tout d'ailleurs, mais par contre contre le reste c'est excellent. Alors avec 8 points sur 30, ils ont pris 27% des points. C'est un peu l'inconnu. Bon, il faut quand même savoir qu'il ne reste seulement que 2 matchs contre des équipes du top 7 actuellement, sauf si Everton intègre le top 7 ou le top 6 à un certain moment. Mais le reste, il restera quand même, on peut le voir sur le calendrier de gauche, il restera 4 matchs en déplacement contre des équipes situées entre la 15e et la 19e place. C'est des équipes qui sont à leur portée et on va voir quel est le résultat final et s'ils vont pouvoir se maintenir à ce niveau-là. Donc West Ham, c'est 6 défaites sur les 8 face à des équipes du top 7, Bruno, mais on l'a vu, ils ont quand même gagné le match aller 0-3 à Leicester. Bon, certes, c'était au mois d'octobre, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, donc West Ham reste cette équipe qui peut toujours nous surprendre. Oui, et vous l'avez dit, les 7 premières journées, c'est 3 défaites et 2 partages. Il va y avoir la victoire 0-3 face à Leicester, mais dans un début de saison complètement difficile à vivre pour eux. Et donc 8 sur 21 pour démarrer une saison. À aucun moment on peut s'imaginer qu'ils vont se retrouver dans le top 4 aujourd'hui.
attention à ne pas finir dans un sprint final qui pourrait être étincelant. Christian l'a dit, Leicester, capitale, Chelsea, voire Everton. C'est les 3 matchs sur papier compliqués qui restent pour eux. Ce serait une fameuse surprise. Hein. Et puis si on regarde les 2 derniers matchs, Bruno, ils menaient 3-0 face à Arsenal, score final 3-3. Ils menaient 0-3 Wolverhampton et là c'est passé tout juste. Ils gagnent finalement 2-3. Donc c'est une équipe qui commence chaque fois les matchs puis au plancher. C'est finir la saison puis au plancher maintenant qui va être important pour eux. Qu'importe les scores, ils nous ont déjà réservé des surprises, c'est vrai. Mais ici, ça va être capital de finir pied au plancher. Bon, en tout cas, mauvaise nouvelle pour West Ham. On sait depuis lundi que Declan Rice sera absent pour au moins lundi. Michael Antonio, joueur important, c'est finalement leur seul attaquant disponible, qui était disponible jusqu'à lundi. Il est sorti dans la rencontre à Wolverhampton, blessure apparemment aux ischios. On n'est pas sûr qu'il soit là dimanche. Par contre, Christian, cette équipe a un gros point fort. Ce sont les phases arrêtées. En plus donc du jeu dominant placé et surtout de ce passage par les flancs et l'utilisation du centre où ils sont les meilleurs en Première Ligue pour le moment, notamment justement grâce au jeu de tête de Michael Antonio, ils sont surtout très très forts sur phases arrêtées. Alors on peut le voir ici, donc en orange, ce sont les phases arrêtées sur des coups francs indirects. Donc là, de partout, dans cette deuxième zone et cette troisième zone du terrain, ils parviennent à délivrer des ballons très intéressants. Il y a 9 buts sur corner, c'est aussi les meilleurs de la ligue. C'est très très important de pouvoir marquer de cette manière. Et puis ils ont 2 pénaltys avec évidemment deux délivreurs de ballons exceptionnels qui sont Cresswell et Bowen. Et donc s'ils continuent à ce même rythme-là, c'est sûr qu'ils vont encore prendre des points grâce à ce domaine. On le voit, hein, cette équipe est efficace sur phase arrêtée avec plus d'un tiers de ses buts marqués cette saison sur phase arrêtée. C'est une équipe où il n'y a pas véritablement de stars, il y a un gros collectif, il y a le travail aussi de David Moyes hein, qui revient au premier plan après pas mal d'années de galère. Mais il y a un joueur qui sort du lot et on va dire que c'est quand même la vedette pour le moment. Joueur qui avait complètement disparu de la circulation à Manchester United où il a même pas joué pendant la première partie de la saison. Il est arrivé fin janvier, il a commencé à jouer début février avec West Ham et depuis c'est le joueur le plus efficace de la première ligue, c'est évidemment Jesse Lingard. Un retour, Bruno, absolument incroyable. Oui, parce qu'on n'attendait pas Lingard dans la peau d'un buteur. On en a déjà parlé avec Gundogan et Manchester City. Il vous plante 18 buts en 132 rencontres avec les Red Devils. Donc, c'est pas là qu'on attend vraiment un Jesse Lingard. Par contre, 8 titularisations, il vous met 6 buts et 3 assists. Là, il y a quelque chose qui se passe et qui est absolument phénoménal, évidemment. En fait, une des caractéristiques de cette équipe de West Ham, dans les matchs que j'ai commentés en tout cas, c'est le réalisme. Ils ont assez peu d'occasions et ils marquent facilement. Et Lingard, tout d'un coup, est devenu un joueur capable de faire ça, alors qu'il avait peut-être ce problème, justement, à Man United, c'est de ne pas être suffisamment réaliste. C'est un peu paradoxal, mais tant mieux pour lui. Il est en train de trouver une nouvelle dimension dans cette équipe et je trouve ça assez sympa, en fait. Et justement, comment expliquer cette efficacité, Christian, de Jesse Lingard? En tout cas, dans quelles circonstances? On va le voir sur l'infographie. On a vu, on a dit, on a répété. Le modèle de jeu de West Ham avec Moyes, c'est le jeu posé dans les derniers 30 mètres, 35 mètres, les centres, le jeu de tête et les phases arrêtées. Et lui, en fait, il est le complément, l'alternative à ça, puisque lui, absolument pas sur centre, absolument pas sur des phases arrêtées. Lui, c'est le jeu rapide, c'est le passage par l'axe et un peu vers la gauche dans des combinaisons de passes, et c'est un penalty. Alors il y a juste une petite nuance quand même par rapport aux 6 buts, et je rebondis sur ce que Bruno disait, et Philippe, il y a un réalisme parce qu'en fait sur les 6 buts qu'il a marqués, il y en a 4 qui sont sur des circonstances particulière puisqu'il tire un penalty et il le marque en 2 temps parce que le gardien repousse le ballon dans ses pieds. Il a 2 possibilités ou 3 possibilités où il marque sur des tirs croisés, où là ça se passe bien, mais 2 fois le gardien de Leeds se trouve complètement sur ces 2 buts. Donc il bénéficie en fait de cette forme particulière qui est le complément au jeu global de l'équipe, et ça fait du bien. Et c'est pour ça que depuis quelques semaines on dit quand est-ce que ça va lâcher du côté de West Ham, quand est-ce qu'ils vont s'effondrer. Je pense que si les circonstances favorables tournent un peu ou sont moins exploitées, ils vont quand même avoir une certaine difficulté. Jesse Lingard est quand même un fameux bonus, et comme vous le dites, Christian, il apporte ce plus qui n'était pas présent dans la première partie de la saison du côté de West Ham. Donc même en l'absence d'Antonio, même en l'absence de Declan Rice, il y a quand même des possibilités avec Lingard. Bon, Bowen normalement devrait être le numéro 9 si Antonio ne joue pas. Voilà, à voir si ça va fonctionner à ce niveau-là. West Ham, en tout cas, bien installé à la 4e place avec 52 points. Leicester à 4 points
De plus, cette équipe reste sur une défaite face à Manchester City dans un match où, évidemment, c'était très compliqué pour les Foxes face à des Citizens, Bruno, qui ont quasiment rendu une copie parfaite avec un De Bruyne étincelant. Niveau exceptionnel, champion. Je voulais rebondir encore sur Bowen. C'est 7 buts pour lui cette saison et 3 assists. C'est un joueur à suivre de très très près. L'état de grâce pour Manchester City, il peut faire tourner son effectif, se concentrer aussi sur la Ligue des Champions qui sera sans doute de la fin de saison l'objectif numéro 1 parce qu'on ne voit pas très bien qui va venir les chercher pour un titre de champion d'Angleterre. Et donc cette équipe de Leicester qui doit absolument rebondir derrière avec justement la possibilité de s'accrocher à cette 3e place. On sait que la saison dernière il s'était écroulé sur la fin, donc là maintenant on rentre, Christian, et on l'avait dit, dans la période capitale, le moment de vérité vraiment pour les Foxes. Il y a cette série de matchs en déplacement, on sait qu'ils sont meilleurs, que c'est la meilleure équipe en déplacement, mais il reste Manchester United, il reste West Ham, il reste Chelsea. Et encore recevoir Tottenham à domicile. À United, à Chelsea et face à Tottenham pour terminer la saison. Donc là, c'est à contrario de West Ham qui a plus que 2 matchs contre des équipes du top 7. Eux, ils vont devoir enchaîner maintenant des matchs de haut niveau et là, ça va être le moment de sortir l'artillerie et notamment les reconversions rapides en déplacement, la mise en place comme on a pu voir dans certains matchs comme contre Liverpool, contre Arsenal, où ils refusent à un certain moment le jeu et la possession de balle pour essayer de surprendre, et c'était encore le cas la semaine passée en première mi-temps. J'ai du mal à croire qu'ils vont faire un sans faute sur ces 4 matchs-là, donc il va falloir s'accrocher, il va falloir prendre au moins 50% des points pour pouvoir rester dans cette course à la Ligue des Champions. Je les ai trouvés très timides face aux Citizens, vraiment. Dans leur approche, c'était pas très conquérant non plus. Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre, à jouer. Enfin voilà. Et la maîtrise face à City, ça vous réussit pas quand il y a un exploit individuel technique qui fait la différence en face. Mais on vient de le voir dans ce tableau, Philippe. C'est pas la même équipe à domicile ou en déplacement. Une seule défaite cette saison en déplacement, c'était à Liverpool. Donc c'est une équipe qui est quand même plus à l'aise lorsqu'elle évolue en déplacement à l'extérieur. Oui, ça ils l'ont montré dès le départ de la saison, hein, notamment avec ce match à Manchester City, on en avait parlé. Maintenant, face à West Ham, c'est un peu piégeux parce que West Ham va leur laisser le ballon, ils vont devoir prendre, à mon avis, l'initiative, et c'est plutôt West Ham qui va tenter de jouer en contre. Donc ça peut être un piège aussi pour l'équipe de Youri Tielemans. Il faudra se montrer, je crois, précis et très efficace sur les occasions qu'on aura, parce que sinon, ils vont avoir des surprises dans cette rencontre. Match décisif et match fascinant, hein. Difficile de vraiment dire qui est le favori dans cette rencontre entre West Ham et Leicester. Coup d'envoi dimanche à 15h05. Et on peut vraiment parler de Super Sunday puisque dans la foulée à 17h30, Tottenham accueille Manchester United. Tottenham 6e 49 points, Manchester United 2e 60 points. On peut dire que la 2e place est quasiment acquise. En tout cas, la place dans le top 4 est acquise pour les Red Devils. Et on va commencer avec cette équipe de Tottenham. Et on va parler de l'aspect défensif. On revient peut-être sur le match du week-end dernier où ils mènent face à Newcastle de 2 buts. Ils sont rattrapés sur la fin par les Magpies. Et puis, dans une interview d'après-rencontre, à la question de savoir pourquoi cette équipe dirigé par Mourinho ne parvient plus à garder un résultat, alors que c'était vraiment la grande force des équipes de Mourinho avant. Mourinho a répondu, c'est toujours le même entraîneur, mais c'est des joueurs différents. Bruno, on peut dire qu'à chaque fois, on a l'impression que Mourinho prend du plaisir à stigmatiser sa défense et sur le fait que cette équipe n'est pas capable de protéger un résultat. Oui, mais je pense qu'il y a trop d'espace vide dans cette équipe. On y reviendra avec le tableau que Christian nous a préparé. Il y a trop de joueurs qui ne sont pas dans une forme performante, que ce soit d'ailleurs, que ce soit Ndombele, on peut dire aussi la même chose pour Alderweireld, que ce soit Sissoko, que ce soit Ben Davies. On n'est pas avec des joueurs dont on dit aujourd'hui, tiens, ils sont en train de réaliser une grande saison. En première ligue, si vous n'avez pas 15, 16, 17 éléments qui sont vraiment prêts, vous n'arrivez pas à gérer. En plus, il y a le mois de décembre qui leur a coûté très très cher. Ils sont battus par Liverpool, ils sont battus par Leicester dans des matchs au sommet. Ils font 2 partages là aussi. Vous allez plutôt dans le sens de Mourinho alors, Bruno. Le leader, c'est lui, du jeu, c'est lui. Donc, s'il y a un problème physique, c'est lui, c'est le staff technique. S'il y a un problème de mise en place défensif, c'est lui. Non, c'est pas les joueurs, c'est le coach. Ouais, justement, si on prend cette équipe de Tottenham, on sait que Lloris, s'il est pas blessé, il joue.
Il y a évidemment Kane, Son, s'ils sont pas blessés, ils jouent. Højbjerg, s'il est pas blessé, il joue. Je pense qu'il est toujours à 100% de temps de jeu. Par contre, au niveau défensif, au niveau de la défense, Christian, on a l'impression que ça change tout le temps, qu'il n'y a pas vraiment de véritable ligne de conduite. Il est passé d'une défense à 4 à une défense à 3 avec des joueurs qui changent tout le temps. C'est la tournante absolue. Voilà, il y a 5 joueurs qui se relaient pour ces 2 postes, voire 3 postes quand ils jouent à 3 défenseurs centraux. Mais on voit que c'est très éparpillé et qu'il y a rarement une suite de 3-4 matchs où c'est la même paire. Il y a eu un peu Alderweireld d'ailleurs au début, mais d'ailleurs a disparu complètement de la circulation. Puis maintenant c'est Sanchez, mais qui a encore fait aussi une erreur particulière sur le premier but où il y a une mauvaise sortie de balle contre Newcastle. Donc il sait pas. Puis il y a Rodon, puis il y a Davis, puis voilà. Donc c'est très mélangé et ça donne pas beaucoup de continuité dans la mise en place pour les automatismes défensifs. Bon, Tottenham, c'est quand même la 4e meilleure défense, en tout cas la 4e équipe à avoir encaissé le moins de buts cette saison, donc c'est pas un résultat catastrophique. Par contre, ils ont perdu 15 points en menant à la marque cette saison, et 15 points, ça va faire une grosse différence évidemment dans la course au top 4. Et surtout en regardant les moments cruciaux, par exemple, on a vu quand même que quand ils mènent, dans le dernier quart d'heure, ils encaissent encore 8 buts. Et sur ces 8 buts dans le dernier quart d'heure, c'est 6 qui sont sur phase arrêtée et 2 sur jeu dominant placé. Donc ils ne sont même pas surpris par la vitesse, ils sont même pas surpris par la fougue de l'adversaire, ils sont juste surpris par une mauvaise mise en place et exploités à merveille par l'adversaire. 8 buts pour une équipe de Tottenham, pour une équipe de Mourinho dans le dernier quart d'heure alors qu'il mène. Ça, c'est aussi un modèle qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Je crois que c'est un des signes de ce qui se passe dans cette équipe, à la fois les changements de joueurs constants, notamment dans le secteur défensif, et puis ces buts encaissés en fin de rencontre. Ça montre à mon avis une chose, c'est que ce que Mourinho a réussi à faire dans quasiment toutes les équipes où il est passé, c'est d'insuffler un caractère de guerrier, de joueurs qui ne laissent rien passer, ne donnent rien à l'adversaire, et ça, il réussit pas à le faire. On a cru que c'était le cas un petit peu dans la première partie de saison, parce qu'ils avaient fait des résultats, ils ont même été premiers à un moment donné, mais ça ne s'est pas enchaîné. Donc peut-être qu'il y a un problème de mentalité au sein du groupe. C'est pas les bons joueurs pour le type d'équipe que Mourinho veut créer, peut-être tout simplement. Si on pousse le vice un petit peu plus loin, on peut se dire que Mourinho aussi se sert de ce bouclier en disant voilà, si moi je réussis pas ici, c'est parce que j'ai des défenseurs qui ont pas la qualité, qui font trop d'erreurs individuelles. Ça peut aller dans les deux sens aussi. On a l'impression qu'il y a toujours ce côté un petit peu toxique avec José Mourinho. C'est pas nécessairement qu'avec lui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la défaite de Chelsea 2-5 contre West Bromwich, on voit l'interview d'après-match de Tuchel. Il explique en fait que aux expected goals, ils ont gagné parce qu'il a eu beaucoup plus de grosses occasions, mais il les a pas mis au fond. Donc aujourd'hui, en fait, tout le monde, c'est un peu un phénomène naturel, mais chaque fois que ça fonctionne bien, c'est grâce à eux, et chaque fois que ça fonctionne mal, c'est la faute des autres. Or, ils sont payés pour être responsables du management d'un groupe. Et là, si à l'épreuve des faits, comme on disait en début d'émission, Serge, c'est impossible pour une équipe qui vise l'Europe en première ligue d'encaisser 8 buts alors qu'elle mène dans le dernier quart d'heure. Ça, c'est une faute professionnelle, quoi. On parle même pas du traumatisme de l'élimination au Dynamo Zagreb. Un petit mot sur Alderweireld. Est-ce que vous avez été convaincu par Mourinho qui disait qu'il est rentré trop tard, qu'il a passé un test Covid, qu'il a empêché de jouer le week-end dernier, alors que selon des journalistes anglais, il était déjà présent au centre d'entraînement le jeudi, donc il avait tout le temps de faire les tests et d'être disponible pour le dimanche. Ouais, et puis quand on regarde l'infographie que Christian nous a montré, on a le sentiment que c'est Alderweireld qui a le plus joué finalement, ou quasiment, donc je sais pas, ça ressemble encore une fois à des excuses qui ne sont pas très convaincantes, je trouve. Il est à plus de 60% de temps de jeu, enfin il arrive à 60% de temps de jeu. Sur une saison, c'est bien. Bon, il n'a pas le rythme de Højbjerg, mais 60%, c'est bien. Bon, il y a heureusement encore dans cette équipe Harry Kane, 19 buts. S'il marque son 20e, et ça va arriver évidemment d'ici à la fin de la saison, ce sera une 5e saison en Première Ligue avec au moins 20 buts. Et là, il va rejoindre quand même un cercle assez fermé, puisqu'il y a Shearer, il y a Thierry Henry qui l'a fait, et Sergio Agüero. Je pense que ce sont les seuls à avoir 5 saisons avec 20 buts. Ça reste toujours le joueur, Christian, qui va pouvoir les sauver des mauvais pas. Et on va le voir notamment sur la prochaine infographie. C'est une équipe qui reste très efficace dans un modèle de jeu qu'on pourrait dire, c'est pas Marseille, mais c'est droit au but. C'est exact, Serge. C'est très étonnant et ça prouve aussi la qualité d'Harry Kane et de son comparse Son dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui,
ça se répète semaine après semaine, et ce week-end, il a encore marqué 2 buts comme ça. C'est un passage par l'axe, c'est une transition, et puis c'est un ballon profond, et il se retrouve en face à face. Et aujourd'hui, cette équipe de Tottenham a déjà marqué 25 buts de plein jeu en passant par l'axe, en utilisant des combinaisons de passes. Et donc, ça continue à marcher chaque semaine, relativement souvent, et c'est tout le temps les mêmes joueurs, avec les mêmes assises de départ, la même origine. Et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je suppose quand même que l'équipe de Tottenham est scotée, et on prépare quand même des analyses vidéo pour montrer comment il fait ses déplacements. Et malgré ça, cette équipe continue toujours à marquer de cette manière. Très peu d'alternatives, pas de passage par les flancs, très peu en tout cas. Et donc, c'est étonnant de pouvoir rester dans le même domaine tout le temps, mais ça se passe bien, et on va voir si ça va continuer jusqu'à la fin. On va évidemment parler aussi de Manchester United. Est-ce que quelqu'un se souvient du match aller? Oh là là. Oui. 4 buts encaissés entre la 4e et la 33e minute de jeu, 37e minute de jeu. Alors que United menait 1-0. Il y aura une belle revanche à prendre pour Manchester United, pour Solskjaer. Je pense que ce match est quand même resté dans les mémoires. Un petit mot quand même d'abord pour lancer le débat sur United. Après 30 matchs dans cette saison, c'est 14 points de plus que la saison dernière. Donc, il y a un progrès indéniable en un an pour Solskjaer et pour cette équipe de Manchester United, Bruno. Et je pense même, vu la saison des Red Devils, que s'ils avaient Wan-Bissaka d'un côté, Luke Shaw de l'autre, font une saison magnifique. Mais s'ils avaient des stats de buts marqués comme avait Robertson et Alexander-Arnold la saison dernière, s'ils avaient vraiment 10 buts, 10 assists, des choses comme ça, je pense qu'ils seraient beaucoup plus près de Manchester City. Mais c'est une très jolie saison, bien sûr. Bon, cette équipe est toujours invaincue en déplacement. C'est la seule, hein. C'est 9 victoires, 6 partages cette saison. Et puis un petit mot aussi sur cette équipe qui a du caractère, puisque Manchester United a encaissé 12 fois le premier but d'une rencontre cette saison. Il y a 8 victoires, donc ils ont renversé la situation 8 fois pour un partage et 3 petites défaites seulement. Donc c'est bien la preuve. Bon, ça veut dire aussi qu'ils ont parfois du mal à entamer les rencontres, que la mise en place est parfois un petit peu mise en difficulté. Par contre, il y a des ressources et du caractère dans cette équipe. Philippe. Oui, c'est vrai dans certains matchs, mais là, j'ai fait le match, j'ai commenté le match dimanche où ils ont joué face à Brighton. Franchement, en première mi-temps, il n'existe quasiment pas. Il y a juste un poteau de Greenwood et puis un tir non cadré de Pogba. Brighton est vraiment beaucoup plus fort, parvient à prendre l'avantage. Il aurait pu même marquer un but de plus parce qu'il touche aussi la transversale. C'est en deuxième mi-temps où Brighton a fait le choix de pas jouer. Du coup, Manchester United a réussi à s'en sortir. Mais franchement, ils n'étaient pas dominateurs du tout dans cette rencontre. Et j'étais assez déçu par la prestation qu'ils ont donnée. Et je trouve que, franchement, dans ce match-là, ils s'en sortent très bien. Bon, cette émission est enregistrée avant le match d'Europa League entre Grenade et Manchester United. Donc, ce match de Tottenham est placé aussi entre le match aller-retour de cette compétition, l'Europa League, qui reste la seule possibilité pour les Red Devils de gagner quelque chose cette saison. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, Christian, de cette équipe en 2021 qui a un petit peu changé dans son schéma offensif, dans sa manière de marquer des buts? En observant donc dans la première partie de saison, donc jusqu'à la fin de l'année, on avait vu que c'était une équipe qui était très diversifiée, et donc quand ils sont passés de la 14e place à la première ou la deuxième, on n'était pas du tout étonné dans l'analyse, parce que si on regarde les chiffres de 2020 entre parenthèses, on voyait en fait qu'ils étaient beaucoup moins forts que les autres sur le jeu dominant placé, mais ils avaient cette alternative du jeu rapide, 8 buts sur jeu dominant rapide, 6 buts sur jeu direct. Ça permettait de revenir au score quand ils étaient menés et de prendre l'ascendant par ce qui pouvait surprendre dans tous les domaines. Aujourd'hui, depuis le début de cette année 2021, on a l'impression que l'efficacité offensive a changé complètement. Aujourd'hui, ce n'est plus pratiquement que du jeu dominant passé, très très peu de buts sur le jeu rapide, donc le jeu dominant rapide et le jeu direct, 3 buts seulement sur phase arrêtée sans penalty, et là il reste statu quo avec ce qu'il faisait avant au niveau des penalties. Il y a toujours les 4 penalties généralement marqués par Bruno Fernandes, et là c'est quelque chose de très intéressant, parce que quand on voit depuis la défaite contre Sheffield, on observe en fait qu'il y a eu 5 partages, dont 3-0-0. Et donc ça veut dire à un certain moment que cette alternative qui leur permettait de marquer un but supplémentaire que l'adversaire n'est pas là. Et donc 5, c'est comme on disait en préparation d'émission,
5 partages, c'est ne pas perdre, mais 5 partages, c'est 5 points sur 15. Et 5 points sur 15, ça veut dire qu'on a perdu dans une course au titre et dans une course à la qualification pour la Ligue des Champions, on a perdu 66% de ses points dans ces matchs. Et là, ça c'est la grosse différence qui s'est passée entre leur grosse performance de 2020 et cette performance actuellement de 2021. Et on va voir la tendance pour voir s'ils peuvent de nouveau réinverser ça et utiliser beaucoup plus l'alternative du jeu rapide pour surprendre leurs adversaires qui sont bien en place. Par contre, j'ai l'impression que cette équipe de United n'a pas pensé au titre cette saison. La deuxième place ou une place dans le top 4 suffit. Mais Bruno, il y a un moment quand même où cette équipe de Manchester United va devoir gagner un titre, des titres. Alors Solskjaer est un petit peu critiqué pour ça en Angleterre. On dit oui, c'est bien, il maintient l'équipe dans le top 4, mais c'est United. C'est quand même le club qui a gagné le plus de fois la Première Ligue. Et à un moment, il faudra aller le chercher. Il faut voir d'où ils viennent, hein, Serge. C'est un vrai marasme, hein, ces dernières saisons. Ils ont trouvé en Bruno Fernandes 16 buts, 11 assists, on en a déjà parlé en long et en large. Un joueur dans l'entrejeu qu'ils avaient vraiment besoin. Je pense que pouvoir compter sur un Cavani à 100%, ça va être essentiel aussi parce qu'une demi-occasion, c'est but. Ils peuvent plus se permettre d'avoir 10 occasions pour aller planter un but. Et donc ça va changer aussi. Je pense qu'il va y avoir l'un ou l'autre gros renfort, très coûteux à l'intersaison. Et là, avec de sérieuses ambitions de titre, oui. Ok, bon, si je prends ma boule de cristal qui est tout à fait imaginaire et si je reprends tout ce qu'on a dit pour le moment, en ajoutant peut-être que si on termine les matchs à la mi-temps cette saison, Tottenham serait deuxième derrière Manchester City. Alors ma boule de cristal me dit que Tottenham va marquer en première mi-temps, prendre l'avantage et que United en deuxième mi-temps va renverser la situation. Ça vous paraît plausible, Philippe? Sur penalty. Sur penalty. Oui, ça paraît le plus plausible certainement par rapport aux statistiques qu'on a pu voir de ces deux équipes et aussi des performances, ne fût-ce que la performance de dimanche où c'est exactement ce qui s'est passé pour Man United. Il y a eu la 4L, hein, Serge. Maintenant, il y a les 3 L hein, pour les Red Devils. On sera fixé. Hein. Leeds, Liverpool, Leicester. Ces 3 L-là vont être essentiels. Là, on va pouvoir tirer les premières conclusions de l'ensemble de la saison. En tout cas, c'est un match extrêmement important pour Tottenham, toujours 6e et qui a besoin vraiment de terminer dans le top 4, de participer à la prochaine Ligue des Champions, rien que pour des raisons financières. Déjà, on rappelle peut-être aussi, Bruno, les autres matchs importants dans la course au top 4 ce week-end. On peut pas oublier l'affrontement entre les Reds de Liverpool et Aston Villa parce que ça pourrait être, les Reds pourraient être les grands bénéficiaires. Ou imaginez une victoire d'Aston Villa, ils sont pas mal placés non plus, hein. Donc c'est un match très important. Et puis n'oublions pas que Chelsea, après cette énorme déconvenue face à West Brom, se déplace à Crystal Palace, ça c'est samedi. Et puis un petit mot peut-être aussi sur Everton qui se déplace à Brighton lundi soir. Et Everton, faut quand même pas les mettre tout à fait en dehors de cette course au top 4. Si je me trompe pas, ils ont un match de moins encore. Hein. Ils ont un match de moins, absolument. Imaginez qu'ils fassent un 6 sur 6 là dans leurs 2 prochaines rencontres. On compte sur eux, hein. Calvert-Lewin, s'il continue à avoir son état de forme là, sans faille, on a un candidat au top 4. Mais bon, on le sait depuis plusieurs semaines, hein, ce top 4 est vraiment passionnant à suivre. Bon, on sait que City va être champion. Dans la course au maintien, les 3 équipes qui sont pour le moment sur la chaise à bascule risquent quand même de terminer en Championship la saison prochaine. Par contre, il y a beaucoup de suspense encore pour le top 4 et c'est ce qu'on va vivre encore intensément ce week-end sur vous Sport World. Merci Philippe, merci Christian, merci Bruno. On vous retrouve évidemment à l'antenne, aux commentaires des rencontres entre vendredi soir et lundi soir. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci aux abonnés et à très bientôt. Bye bye.